Il faut que l'Afrique sorte des scénarios de la dépendance. L'Afrique a les capacités en termes de moyens, en termes de ressources humaines, ressources financières, ressources matérielles, d'assurer sa propre sécurité. Son Excellence, M. Abdoulaye Diop, est un diplomate de carrière avec plus de 20 ans d'expérience stratégique au service du Mali et d'organisations internationales. Il est devenu ministre des Affaires étrangères en 2014 et 2017, puis de nouveau en 2021 à la tête de la diplomatie malienne. Quand vous regardez le continent, le nombre de pays, la taille du continent, on a une capacité. Mais cette capacité n'est pas une capacité de projection ni d'action au plan continental parce que notre sécurité n'est pas conçue de façon collective. Certains pays menaçaient d'attaquer le Niger sous d'autres prétextes et le Mali, le Burkina. On dit qu'en attaquant le Niger, on attaque nos pays. On n'a pas beaucoup vu ça sur le continent africain, comme modèle de sécurité, d'affirmation d'une solidarité, pas une solidarité proclamée, mais une solidarité concrète d'agir, de mettre nos moyens militaires en jeu si cet intérêt-là, ou en tout cas ce pays, était menacé. Bonjour Excellence. Dans le cadre de la 3e conférence ministérielle de l'Alliance politique africaine à Lomé, vous êtes intervenu sur le thème de l'autonomie stratégique de l'Afrique en matière de défense et de sécurité. Je suis honorée de vous recevoir pour approfondir cette réflexion dans notre épisode du podcast Notre Afrique, la voix de la diplomatie panafricaine. Alors, quand on parle d'autonomie stratégique en matière de défense et de sécurité, de quoi parle-t-on concrètement ? Merci beaucoup. Effectivement, nous avons eu l'honneur de pouvoir aborder cette question aujourd'hui. Autonomie stratégique, déjà, ça veut dire qu'il faut que l'Afrique sorte des scénarios de la dépendance. Parce que dans beaucoup de nos pays, la défense et la sécurité ont été pensées sur des modèles qui renforcent notre dépendance sur des partenaires extérieurs sans pouvoir bâtir des capacités propres à l'Afrique pour pouvoir assumer sa sécurité. L'objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir sortir de ces scénarios de dépendance, de comprendre que la sécurité de l'Afrique et des Africains doivent être entre les mains des Africains, de venir à la réalisation aussi que l'Afrique a les capacités en termes de moyens, en termes de ressources humaines, ressources financières, ressources matérielles, d'assurer sa propre sécurité, mais elle n'agit pas de cette façon parce que chaque État agit individuellement pour mettre en place des capacités sans pouvoir évoluer de cette... Et puis, depuis la colonisation à aujourd'hui, il y a eu des systèmes, des modèles qui ont été mis en place avec l'installation de bases militaires étrangères, de capacités, mais ne nous voilons pas la face parce que ces partenaires qui viennent pour nous aider aussi ont des intérêts propres, ont des convoitises particulières par rapport à nos pays. Donc, c'est dire qu'en définitive, ce qui est important pour l'Afrique, c'est de pouvoir réfléchir et se doter des moyens et des capacités nécessaires pour concevoir sa défense. Autonomie veut dire que les choses se feront dans le cadre de notre vision, de notre développement, et que les capacités et les moyens sont là pour se développer, mais sans fermer la porte à des possibilités d'alliance ou de partenariats externes. Mais ces partenariats et ces alliances ne peuvent être conçus que dans le cadre de notre vision, dans le cadre de nos intérêts et de nos priorités. Aussi, c'était la réalisation que nos pays aujourd'hui sont en compétition, ou nos pays font même l'objet de menaces et de mesures coercitives de beaucoup de partenaires extérieurs. Il faut que nous ayons la capacité de pouvoir résister à tout cela. C'est pourquoi aujourd'hui, toute la discussion, les uns et les autres sont arrivés à un consensus important qu'il faut que l'Afrique, ou bien je vais le dire autrement, qu'en fait la sécurité collective de l'Afrique n'est pas une option. C'est une obligation ou une nécessité existentielle pour nos pays parce que nous sommes dans des relations entre États qui sont fondées souvent sur la force, souvent sur la coercition, souvent sur des intérêts d'autres partenaires que chacun doit avoir la capacité de se protéger, de protéger sa population tout en restant ouvert au travail avec les autres. Évidemment. Et donc, comme vous le dites aujourd'hui, je pense que c'est une question qui devient un peu urgente quand on voit le contexte mondial ou continental. Mais quand on parle d'autonomie, ça passe aussi par les moyens humains, technologiques, institutionnels. Est-ce que l'Afrique a réellement les ressources nécessaires aujourd'hui pour assurer sa propre souveraineté en matière de sécurité ?
Sans embâche, c'est oui. Quand vous regardez le continent, le nombre de pays, la taille du continent, les ressources naturelles dont le continent est doté, les ressources humaines, on est un des rares continents où la population jeune représente plus de 70% de la population. Donc il y a toutes ces capacités aujourd'hui. Quand on fait l'addition des armées nationales, on a une capacité, mais cette capacité n'est pas une capacité de projection ni d'action au plan continental parce que notre sécurité n'est pas conçue de façon collective. Et deuxième élément, c'est que notre sécurité aussi n'est pas conçue de façon solidaire en se disant que oui, si comme dans le cas de l'AES, nous l'avons dit très clairement, quand on s'attaque à un pays, on s'attaque à tout le monde. Si l'Afrique avait une telle approche stratégique de sa sécurité, on a les moyens de dissuasion. Donc, je veux dire en réalité que nous avons ces capacités-là qui sont là, mais c'est cloisonné. C'est des capacités par pays, mais on n'est pas dans un travail de mutualisation. L'Afrique aujourd'hui dispose de ressources pour assurer sa sécurité sans avoir besoin de l'appui de partenaires extérieurs si nous décidons vraiment de le faire. Absolument oui. Donc c'est un oui. Et vous avez évoqué l'AES, donc je vais aller vers une question dans ce sens. Le Mali est aujourd'hui l'un des piliers de l'Alliance des États du Sahel. Dans quelle mesure cette initiative régionale peut incarner une volonté concrète d'autonomie stratégique sur les plans sécuritaires et politiques? D'abord, le point de départ, c'est que si vous avez vu, l'AES est né de la volonté de nos pays d'affirmer une solidarité africaine sur une question existentielle, parce que certains pays menaçaient d'attaquer le Niger sous d'autres prétextes, et le Mali, le Burkina, on dit qu'en attaquant le Niger, on attaque nos pays. Quoique ça a été le point de départ. On n'a pas beaucoup vu ça sur le continent africain. Comme modèle de sécurité, d'affirmation d'une solidarité, pas une solidarité proclamée, mais une solidarité concrète d'agir, de mettre nos moyens militaires en jeu si cet intérêt-là, ou en tout cas ce pays était menacé. Aujourd'hui, nous sommes allés au-delà de ça. Nous avons adopté une charte qui a institué cette alliance comme un mécanisme de sécurité collective défensive entre le Mali, le Burkina et le Niger pour pouvoir faire face à toutes sortes de menaces de l'extérieur comme des menaces sécuritaires à l'intérieur, dont le terrorisme. Nous sommes allés plus loin encore pour aller vers une confédération qui est une union politique entre nos trois pays avec abandon de souveraineté dans des domaines importants dont la défense et la sécurité, la diplomatie, mais aussi promouvoir un développement économique. Aujourd'hui, si on prend que sur le plan sécuritaire, qui est la question que nous discutons aujourd'hui, il y a eu des progrès importants des trois pays, parce que même du point de vue de la conception du théâtre des opérations, on considère que les trois pays constituent un seul théâtre d'opération. Ça veut dire que nous décidons d'unifier nos capacités militaires pour faire face à la menace. Les Maliens peuvent opérer au Niger, comme les Nigériens peuvent opérer au Burkina. Donc c'est une avancée majeure sur le continent. Tout n'est pas réglé. Et l'autre chose qui est importante, c'est qu'au niveau de la Confédération des États du Sahel, nous ne comptons pas sur des partenaires extérieurs pour venir nous aider. Ce qui est en train d'être fait l'est grâce au sacrifice de nos populations, où nos pays sont obligés aujourd'hui de dépenser près du quart de notre budget national pour assurer la sécurité. Donc ça veut dire que, la solidarité africaine est possible. Nous n'en avons pas beaucoup bénéficié de la part d'autres pays africains, mais elle est possible. Quand elle s'exprime, ça veut dire qu'on peut avoir des avancées. On doit compter sur nous-mêmes dans le plan de la conception, comment assurer notre défense, mais surtout le financement des dépenses. Et nous espérons que ce petit modèle initial au niveau de l'AES peut être une source d'inspiration pour envisager une sécurité collective à l'échelle du continent, s'il y avait une volonté politique d'aller dans cette direction. Et tout à l'heure aussi, vous parliez de partenariats extérieurs qui pourraient aller vers notre vision, de notre vision de l'Afrique que nous voulons avoir. Il y a l'Afrique, à travers certains membres, comme l'Afrique du Sud, l'Égypte, l'Éthiopie, s'impliquent de plus en plus dans les dynamiques des BRICS. Est-ce que le Mali explore de nouvelles alliances stratégiques en dehors du cadre traditionnel occidental? Est-ce que les blocs comme des BRICS représentent selon vous une opportunité concrète
pour bâtir un nouvel ordre multipolaire favorable pour l'Afrique? Bon, le Mali aujourd'hui, comme les autres pays de l'AES, ont fait l'option d'aller vers une diversification de nos partenariats, basée sur le fait aussi que nous voulons sortir des modèles qui n'ont fait que renforcer la dépendance avec la présence des forces onusiennes, des forces françaises, qui en réalité ne travaillent même pas à nos forces pour pouvoir créer la capacité. Donc nous sommes sortis de cela et en allant vers cette diversification des partenaires, ça nous a aidé à accéder à des équipements, à des ressources sur le plan militaire auxquels nous n'avions pas accès initialement. Mais notre volonté, c'est de pouvoir travailler avec tout le monde, tous les pays. Nous ne choisissons pas qu'un pays soit occidental ou pas. Au Mali, en particulier, nous avons mis en avant 3 principes pour guider les partenariats. 1, il faut que nos relations avec les partenaires respectent la souveraineté du Mali. Deuxième élément, que chaque partenaire respecte les choix stratégiques du Mali, comme les choix de partenariat opérés par le Mali. Et le troisième, c'est la prise en compte des intérêts vitaux des Maliens. Quand ça c'est respecté, nous n'avons pas de problème. Même les pays occidentaux avec lesquels nous avons eu des décès, qu'il y a eu des entraves qui ont été mises pour ne pas permettre qu'on puisse accéder à des équipements militaires qui nous sont nécessaires, souvent sur la base de nos ressources propres. Ce n'est pas d'autres arrangements financiers, sur la base de nos ressources propres, parce que nous faisons face à des menaces de groupes terroristes extrêmement violents, comme Al-Qaïda au Maghreb islamique ou l'État islamique, qu'on ne peut pas combattre avec des bâtons ou autre chose. Donc il nous faut des équipements pour pouvoir nous battre. Maintenant, sur la question des BRICS, comme nous l'avons dit, les pays africains peuvent tisser des partenariats extérieurs, mais ces partenariats doivent tenir en compte la nécessité de renforcer les mécanismes entre Africains, tout en envisageant des possibilités d'avoir des partenaires extérieurs. Mais ces partenariats-là doivent désormais s'inscrire dans une vision d'autonomie du continent et pas de renforcer la dépendance ou de s'installer dans des scénarios interminables où nous allons toujours être à la traîne des autres. Chaque pays sera libre vraiment de regarder qu'est-ce qui répond à ses attentes, mais nous devons comprendre que la priorité doit être entre nous. Pour ce qui concerne les BRICS, nous, au niveau du Mali, comme au niveau de la Confédération des États du Sahel, nous regardons ce cadre-là avec beaucoup d'intérêt. D'abord, elle s'inscrit dans le cadre de notre volonté d'aller vers un monde multipolaire, parce qu'il faut un jeu entre les grands acteurs du monde pour essayer d'équilibrer les choses, et aussi parce que beaucoup de pays qui sont membres des BRICS, dont des pays africains aujourd'hui, comme l'Éthiopie, comme l'Égypte, comme l'Afrique du Sud, sont là aussi, donc ça donne une possibilité de diversification à l'intérieur des BRICS. Et ils ne s'inscrivent pas dans une logique de domination impériale de nos pays. Et le troisième élément, c'est que les BRICS aussi, notamment leur dimension économique, parce qu'il y a des institutions de financement, des banques de développement, des BRICS qui offrent des alternatives aux institutions financières actuelles, qui souvent ont beaucoup de conditionnalités qui dérangent nos pays. Donc nous pensons que le mécanisme de financement qui est en place au niveau des BRICS peut aussi donner des alternatives à nos pays pour pouvoir avancer. Mais encore une fois, il faut qu'on se convainque que la solution ne viendra pas de l'extérieur. Il faut compter sur nous-mêmes. Personne ne viendra faire à notre place le travail qu'on doit faire. Chaque partenaire qui vient a un intérêt. Et le partenaire se bat pour son intérêt. C'est absolument normal parce que l'Afrique regorge de richesses, de ressources dont les autres ont besoin pour faire marcher leur économie. Et c'est absolument normal qu'ils se battent pour préserver cela, y compris en usant quand même des moyens qui sont souvent condamnables. Mais il appartient aux Africains d'identifier aussi leurs intérêts nationaux, leurs intérêts au plan continental, pour pouvoir essayer de aussi prendre en charge ces questions. Mais ce qui nous manque en premier lieu, c'est le manque de solidarité au niveau africain. Parce que quand il y a des difficultés au niveau de nos pays, chacun regarde l'autre de loin en disant que ça ne me concerne pas, ça risque de ne pas m'arriver.
Mais on a vu dans notre espace, quand il y a le terrorisme au Mali, au Burkina, il y a certains pays qui considéraient que c'est un problème des pays du Sahel. C'est arrivé maintenant, c'est une préoccupation. Donc il faut que nous comprenions que notre sort est lié. Quand quelque chose se passe en RDC, ça se passe au Mozambique, il faut qu'on regarde qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'Africains. Il ne faut pas que nous soyons passifs devant le sort de notre continent. C'est pourquoi le débat à Lomé ici, et qui était très ouvert, très franc, permet de faire bouger des lignes pour faire en sorte que nos pays, on a beaucoup parlé, à la fin de la discussion, on se rend compte que les solutions sont là. On connaît le problème. Maintenant, il faut qu'on pose des actes concrets pour matérialiser cette volonté. Parce que les autres espaces s'organisent. L'OTAN s'organise, c'est une entité solidaire. Les pays européens ont une solidarité. D'autres espaces dans le monde essayent de travailler ensemble. Il n'y a que dans notre espace où on s'allie toujours à des puissances extérieures pour combattre d'autres pays africains. Il faut qu'on sorte de cette mentalité en comprenant que nos intérêts entre nous sont plus importants que quelques relations qu'on peut avoir avec un acteur extérieur. Si on arrive à hiérarchiser les choses de cette façon et à agir collectivement, d'abord, même la sécurité, elle n'est pas que militaire ou défensive. La gestion de nos ressources naturelles, notre population, les systèmes de télécommunication, les ressources énergétiques, tout ça, ça fait partie parce que les convoitises là, ce n'est pas seulement sur ces questions militaires, c'est parce que les gens veulent avoir accès à ces ressources-là pour leur prospérité. À l'Afrique, de se donner les moyens aussi pour que ces ressources soient prioritairement utilisées pour notre population. Si accessoirement des partenaires ont leur compte dedans, dans le cadre de notre vision, je pense que c'est aussi une bonne option. Et vous parlez de solidarité et de l'Afrique, on doit se mettre ensemble pour pouvoir construire notre souveraineté. C'est qu'au niveau de la sécurité politique, par où est-ce qu'il faut commencer exactement selon vous? Est-ce qu'il faut miser sur une armée multinationale, sur le développement d'industries militaires locales ou sur une doctrine stratégique commune? Il faut tout ça. Mais la question de la doctrine est certainement le premier point parce qu'il faut qu'on comprenne et qu'on ait une vision partagée de ce qu'on veut faire en matière de défense. Donc il faut qu'on ait cette doctrine parce que tout le reste, les moyens à déployer seront d'abord fonction de cette doctrine qui doit mettre la sécurité des Africains entre les mains des Africains et définir comment nous allons travailler ensemble. Il faut aussi, au-delà de savoir une sorte d'alliance militaire ou en tout cas des mécanismes de sécurité collective, au-delà de ce qu'on a maintenant au niveau de l'Union africaine ou d'autres entités, avec vraiment qui puissent articuler de façon institutionnelle la solidarité dont nous avons parlé entre les pays pour nous protéger, mais pour faire face aussi à toute menace extérieure. Et ensuite, c'est aussi, on aura cette question aussi, dans le cadre de l'autonomie, de promouvoir une industrie de la défense ou une industrie militaire en Afrique. Parce qu'aujourd'hui, à part de quelques pays africains, globalement, l'Afrique ne produit pas les armes, les drones et les autres équipements que nous utilisons. Donc, il nous faudra pouvoir créer, ne pas avoir cette dépendance, être autonome, produire ces équipements, les vendre aux pays africains, faciliter leur accès à ces différents équipements sur le plan militaire. Et l'industrie militaire aussi, c'est une industrie. L'industrie militaire aidera aussi à créer une prospérité économique, des emplois sur le continent, parce que des pays comme le Mali, pendant des années, nous avons eu des difficultés pour pouvoir acquérir des équipements militaires à cause d'un certain nombre de conditionnalités. Donc c'est pourquoi demain, si l'Afrique est en compétition ou en confrontation militaire avec d'autres espaces sur le monde, et si ce sont les mêmes espaces qui nous vendent ces équipements, vous verrez qu'ils ne vont pas le faire. Voilà, donc je crois que c'est stratégique pour nos pays de tirer les leçons de toutes les évolutions récentes dans le monde où des pays en compétition ou autres, comme dans le cas de la Russie, a reçu des sanctions énormes de la part des autres. L'Afrique aussi demain, si nous sommes en compétition avec ces pays, parce qu'aujourd'hui tout le monde est en train de se préparer, que ce soit la Chine, l'Europe va investir 800 milliards d'euros pour sa défense. Donc chacun est en train de s'organiser. Donc comment nous pouvons défendre d'autres dont les intérêts et les nôtres ne sont pas toujours alignés?
Et quel rôle peut jouer l'Alliance politique africaine pour soutenir cette ambition d'autonomie stratégique? Est-ce qu'elle peut être un levier diplomatique concret ou un espace de discussion, de réflexion pour arriver vers cette autonomie-là dont on parle? L'Alliance politique africaine est un cadre extrêmement important et qui vient compléter le dispositif qui est existant, que ce soit dans le cadre de l'Union africaine ou d'autres ensembles régionaux et sous-régionaux. Mais là où l'APA peut avoir une valeur ajoutée, c'est d'abord son caractère informel. Et le fait que, ça encourage des échanges très francs, très directs entre les parties pour pouvoir identifier des solutions et que chaque participant aussi prend une sorte d'engagement moral de faire en sorte que les idées qui sont mises en avant, parce que les discussions sont vraiment de haute facture, vraiment des échanges très profonds, et que les idées et les propositions qui sortent du cadre de l'APA puissent aussi irriguer ou alimenter les discussions que nous ferons dans d'autres cadres pour faire bouger les lignes. Donc c'est en ce sens que c'est son caractère informel qui lui confère ce dynamisme, cette ouverture et même cette franchise dans les propos pour pouvoir aller vers des solutions, mais en ayant une discussion, des débats ouverts entre Africains. Malheureusement, dans beaucoup de nos organisations, on a cessé d'avoir vraiment ce type d'échanges directs, profonds, sans précaution diplomatique particulière, pour pouvoir identifier des solutions. Mais comme quelqu'un l'a dit aujourd'hui, il ne s'agit pas d'identifier, de parler, mais il faut aussi agir maintenant, et que l'APA va pouvoir catalyser l'action. Et nous voulons saluer le leadership du Togo, à travers le ministre Ducé et le président du Conseil, son Excellence Faure Ezosimia Gnassingbé, pour tous les efforts qui sont faits pour que Lomé et le Togo puissent toujours servir de cadre pour faire avancer l'agenda de l'Afrique, la fraternité entre Africains, l'amitié entre Africains, mais surtout la réalisation du fait que nos sorts sont liés et que personne ne s'en sortira seul. Aujourd'hui, dans votre intervention, vous avez dit une chose très intéressante. Vous aviez parlé de la jeunesse, qu'il est important d'investir et de miser sur la jeunesse. Comment faire en sorte que la réflexion sur l'autonomie sécuritaire, par exemple, ne reste pas confinée aux experts ou aux élites et ça puisse impliquer aussi les citoyens et surtout les jeunes? Si vous avez suivi aussi dans ma partie conclusive, parmi les 10 points d'action que nous avons relevés, la mobilisation des Africains, de la société civile africaine a été identifiée comme un des éléments importants parce que nous n'avancerions pas si nous faisons des débats entre nous dans des salons feutrés. Il faut que ces débats-là sortent de l'APA, sortent de Lomé pour aller dans les villes, dans les marchés, dans les champs, que les gens puissent s'approprier ces questions, qu'ils puissent se mobiliser, qu'ils puissent exercer des pressions sur leurs dirigeants, leurs leaders de partis politiques, etc., pour que ces questions puissent être prises en charge également. La question de la jeunesse à l'intérieur de ça, parce que tout ça ne se fera que par les jeunes. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un continent dont la majorité est constituée par des jeunes. Donc cette jeunesse est une force pratiquement stratégique pour nos pays, parce que peu de continents disposent d'une telle richesse. Donc maintenant, il faudra que nous puissions investir dans cette jeunesse à travers l'éducation d'abord, et après l'éducation, il nous faut développer nos économies, tout ce dont on a parlé dans le domaine de l'énergie, dans le domaine agroalimentaire ou dans le domaine même de l'industrie militaire ou même de l'environnement et des infrastructures. Si on développe ces différents aspects de façon autonome en Afrique, ça veut dire qu'on va créer des opportunités et des emplois pour cette jeunesse. Et en créant ces emplois pour cette jeunesse, peut-être qu'on aura à moins investir pour assurer la sécurité de nos pays parce que, en définitive, la sécurité est globale. Il faut pouvoir manger, dormir, se soigner, etc. Si nous arrivions à offrir plus d'opportunités politiques ou économiques à nos jeunes gens,
ils seraient moins tentés de se jeter à la mer sur les routes de l'immigration, de s'enrôler dans des groupes criminels ou des groupes terroristes ou de créer de l'instabilité dans nos pays. Donc en définitive, cette question de la jeunesse, c'est toujours un couteau à double tranchant. Si on s'en occupe, ça devient une opportunité, même vis-à-vis du reste du monde, mais si on n'en fait pas une opportunité dans ces cas, c'est une bombe, même pas une bombe à retardement, parce que c'est une bombe qui est déjà enclenchée. Donc nous devons être conscients de cette situation, mais personnellement, je vois la jeunesse beaucoup plus comme un atout, parce que c'est le plus grand atout. Et ce sont les ressources humaines qui peuvent aider à transformer les ressources naturelles et non inversement. Et enfin, Excellence, si vous devriez nous projeter dans 20 ans, à quoi pourrait ressembler une Afrique véritablement souveraine en matière de sécurité et de défense? Bon, dans 20 ans, ça peut paraître loin, mais c'est en même temps proche. Dans 20 ans, nous aurions voulu que l'Afrique soit un continent respecté. Un continent qui a une capacité de dissuasion, et que personne ne pense qu'il peut venir faire ce qu'il veut en Afrique, parce qu'il y a des capacités qui ont été mises en place. Dans 20 ans, je voudrais que les Africains puissent regarder leur sécurité de façon collective, plus qu'on ne le fait maintenant, parce que maintenant, chacun s'occupe de sa sécurité et personne ne s'occupe de la sécurité de la région que nous avons sous-traité à d'autres en disant que c'est les Nations Unies, c'est d'autres acteurs qui doivent venir. Donc, j'espère que dans le futur, la sécurité au plan national de nos pays va rester notre responsabilité et que la sécurité au plan continental est quelque chose dans lequel nous allons pouvoir nous investir. Et dans 20 ans, j'espère que l'Afrique n'aura pas importé les armes dont nous avons besoin, ou en tout cas que l'essentiel sera produit sur le continent, qu'on pourra faire des partenariats avec les autres, et que, à l'avenir aussi, les ressources africaines ne puissent pas être pillées, que les ressources soient exploitées pour le bénéfice d'abord des populations africaines, pour transformer leur réalité et permettre aussi à d'autres, s'ils viennent dans le cadre d'un partenariat, qui respectent notre vision, qu'on puisse avancer et que nous puissions être une entité autonome, mais une entité qui soit ouverte aussi au travail avec les autres. Et ça, il faut que nous soyons vraiment conscients de la réalité que les autres ne vont pas faire ce travail-là pour nous. Et souvent, peut-être qu'ils n'ont même pas intérêt à ce que nous y arrivons, mais nous devons imposer cette réalité par notre propre capacité de pouvoir faire ce travail-là. J'espère que nos jeunes gens pourront vivre dans un continent en paix, où nous pourrons avoir plus d'interactions entre nos pays avec des infrastructures qu'il faut, une liberté d'aller et de venir pour pouvoir assurer la sécurité et aider à tirer avantage du génie de chaque Africain. Nos jeunes gens aujourd'hui sont formés dans les meilleures écoles, ils ont les mêmes capacités que d'autres. Il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas travailler pour assurer une sécurité ultime pour chacun, qui est la sécurité dans sa conception globale, de pouvoir vraiment être à l'abri de ces conflits, mais travailler aussi pour la prospérité de notre continent, et que l'Afrique représente une force pour la paix dans le monde, et que sur la base de ce que nous faisons en interne, nous puissions avoir une place sur la scène internationale pour parler au nom de l'Afrique, parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Le poids de l'Afrique sur la scène internationale sera fonction de sa capacité elle-même à répondre à ces défis internes, à s'organiser pour pouvoir être entendue par les autres. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas, malheureusement, mais je reste optimiste. Nous restons optimistes avec vous, Monsieur le ministre. Excellence, merci beaucoup de nous avoir accordé votre temps. Nous arrivons à la fin de cette interview et merci d'avoir élargi avec nous ce thème sur l'autonomie stratégique en matière de défense et de sécurité merci infiniment. En Afrique. Merci, Excellence. Merci.